La pluie martelait les vitres graisseuses du restaurant comme 1000 petits points. Chaque goutte reflétait la lueur néon de l'enseigne, ouvert 24 heures sur 24, et la transformait en quelque chose qui semblait presque beau. Presque. Mais rien dans cette partie de la ville ne restait beau longtemps. J'ai essuyé le même endroit du comptoir pour la troisième fois. Mon chiffon usé laissait des traces au lieu de les nettoyer. Mes doigts étaient ridés à force d'être plongés dans l'eau de vaisselle et le café renversé. Il était presque minuit et le restaurant sentait le café brûlé, la graisse rance et le désespoir qui s'accrochait à tous ceux qui franchissaient ses portes à cette heure-là. Mes pieds me faisaient mal dans mes baskets bon marché, celles dont la semelle commençait à se décoller de la toile. J'étais de service depuis 14 heures, faisant un double service parce que Sarah s'était encore fait porter malade, et mon manager, Jerry, se moquait que j'ai déjà travaillé 6 jours d'affilée. Il grogna simplement et me dit que la table 4 avait besoin de plus de ketchup. J'étais invisible ici, juste une autre serveuse avec un tablier taché, un autre visage fatigué servant des œufs et du bacon à des camionneurs et des insomniaques qui ne me regardaient jamais vraiment. Ils regardaient à travers moi, au-delà de moi, autour de moi. J'avais 23 ans et je me sentais vieille. Mes rêves d'école d'art et d'une vie différente étaient ensevelis sous des dettes d'études que je ne pourrais jamais rembourser avec le loyer qui arrivait chaque mois, ponctuel comme une horloge. La clochette au-dessus de la porte tinta, laissant entrer un courant d'air humide qui me fit frissonner. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'avais appris à ne pas paraître trop impatiente, trop désespérée d'obtenir des pourboires. Mais quelque chose a changé l'atmosphère du restaurant. L'air est devenu plus lourd, plus épais, comme la pression avant d'un orage. Quand j'ai enfin jeté un coup d'œil vers la porte, je l'ai vu. Il n'avait pas sa place ici. C'est de la première pensée qui m'est venue à l'esprit. Il portait un manteau noir qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. Le tissu était si fin qu'il semblait repousser la pluie plutôt que de l'absorber. L'eau perlait sur ses épaules comme des diamants. Ses chaussures, en cuir ciré, claquaient sur le linoléum craquelé et reflétaient la lumière fluorescente lorsqu'il bougeait. Mais ce n'était pas ses vêtements qui m'avaient coupé le souffle. C'était sa façon de se tenir, comme s'il était le propriétaire non seulement de la pièce, mais aussi de l'air que nous respirions. 2 hommes l'encadraient, tous deux bâtis comme des armoires à glace, leurs yeux scrutant constamment l'intérieur du restaurant. L'un d'eux toucha son oreille, une oreillette, compris-je, et murmura quelque chose trop bas pour que je puisse l'entendre. L'homme au milieu ne les regarda pas. Il n'en avait pas besoin. Ils se déplaçaient autour de lui comme des satellites en orbite autour d'une planète. Et je compris à ce moment-là que j'avais affaire à quelqu'un de dangereux. Son visage était anguleux, et ses yeux sombres semblaient capter et retenir la lumière d'une manière qui me nouait l'estomac. Il n'était pas vieux, peut-être la trentaine bien avancée, mais il dégageait une présence qui fit que tout le monde dans le restaurant se mit soudain à trouver ses tasses à café fascinantes. Même Jerry, qui ne se taisait jamais, se tut derrière le grill. J'aurais dû détourner le regard. J'aurais dû me concentrer sur le nettoyage de ma section, sur le remplissage des sucriers, sur tout sauf lui. Mais je n'ai pas pu. Et puis ses yeux sombres ont croisé les miens à travers le restaurant, et je me suis senti cloué comme un papillon sous verre. Il s'est dirigé vers le comptoir, vers moi, et j'ai pu sentir son odeur à mesure qu'il s'approchait. Une eau de Cologne coûteuse, avec des notes de cèdre et de fumée, se mélangeant à la pluie sur son manteau. Cela ne cadrait pas avec l'odeur de café brûlé et de graisse rance. Rien en lui n'avait sa place ici. Café, dit-il d'une voix grave et rauque, avec un accent qui faisait rouler les voyelles de telle sorte que ce simple mot ressemblait à un ordre. Italien, pensais-je, noir. Mes mains tremblaient lorsque je tendis la main vers la cafetière et je m'en voulais. J'avais servi des centaines de clients, peut-être même des milliers, mais aucun d'entre eux n'avait fait battre mon cœur aussi fort, comme si je me tenais trop près d'un feu. Je versai le café en essayant de ne pas en renverser sur le bord de la tasse. Il ne s'assit pas, il resta debout, une main dans la poche, me regardant avec une intensité qui me donna la chair de poule. Ces hommes se placèrent près des fenêtres, le dos tourné vers nous, mais leur attention était partout. Nuit difficile? Demanda-t-il, et je faillis laisser tomber la cafetière. Elles sont toutes difficiles, ai-je répondu avant de pouvoir m'en empêcher, puis je me suis mordu la lèvre. Ne réponds pas, ne reste pas dans les mémoires.
Mais lorsque j'ai risqué un regard vers son visage, j'ai cru voir le coin de sa bouche trembler. Tu travailles trop, a-t-il observé, ses yeux parcourant mon tablier taché, mon visage fatigué. Ce n'était pas une question. Les factures ne se peinent pas toutes seules. Il a sorti son portefeuille, en cuir noir élégant, du genre qui porte probablement le nom d'un créateur dont je ne saurais prononcer le nom, et a posé un billet de 100 $ sur le comptoir pour une tasse de café à 3 $. Je n'ai pas de monnaie pour ça, ai-je dit, même si mes doigts me démangeaient de le prendre. Avec 100 $, je pourrais acheter des provisions 7 semaines au lieu de survivre avec les restes du restaurant et des ramen. Gardez-le. Je ne peux pas. Vous pouvez. Son ton ne laissait aucune place à la discussion, et quelque chose dans son regard me fit comprendre que refuser serait plus dangereux qu'accepter. J'ai donc pris le billet avec des doigts tremblants et l'ai glissé dans la poche de mon tablier, le visage en feu. Il a bu une gorgée de café et je m'attendais à ce qu'il grimace en constatant à quel point il était mauvais, mais il s'est contenté d'acquiescer légèrement. L'un de ces hommes murmura quelque chose en touchant à nouveau son oreillette et l'expression de l'homme dangereux se durcit d'une manière qui me glaça le sang. Un problème? Demandai-je sans réfléchir, et je voulus immédiatement retirer ma question. Ne pose pas de questions. Ne t'implique pas. Mais il me regarda à nouveau. Il me regarda vraiment, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Toujours, dit-il doucement. Puis il posa la tasse. Il se retourna pour partir. Ces hommes le suivirent comme dans une danse bien chorégraphiée. Ils étaient presque arrivés à la porte lorsque je l'entendis. Un petit bruit pathétique qui n'avait rien à voir avec le grondement du tonnerre ou le tambourinement de la pluie. Un gémissement. Le gémissement d'un enfant. Je réagis sans réfléchir, me glissant hors du comptoir et jetant un œil à travers la vitre striée. La pluie tombait désormais à verse, transformant le parking en un petit lac. Et là, blottie contre un SUV noir aux vitres teintées, se trouvait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ou 6 ans, vêtue d'une robe rose trempée qui collait à son petit corps. Ses cheveux noirs étaient collés à son crâne et elle tremblait si violemment que je pouvais le voir même de l'intérieur. Ses lèvres semblaient bleues sous la lumière néon et ses yeux, grands et terrifiés, fixaient le vide. « Oh mon Dieu !» ai-je murmuré. L'homme dangereux et ses gardes étaient déjà dehors, sans la voir, se dirigeant vers un autre véhicule, une Mercedes noire aux vitres si sombres qu'elle ressemblait à de l'obsidienne. Ils partaient, et cette petite fille allait mourir de froid sous la pluie. Mon corps a réagi avant que mon cerveau n'ait eu le temps de comprendre. J'ai attrapé mon téléphone dans la poche de mon tablier, les mains tremblantes, et j'ai tâtonné pour le faire fonctionner. La voiture de luxe, les gardes, le silence qui s'était abattu sur le restaurant. Cet homme était quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant. Et cette petite fille était à côté de son SUV. J'ai couru vers la porte, je l'ai poussée, et j'ai laissé la pluie me fouetter le visage. « Attendez !» ai-je crié. J'ai crié, mais ma voix s'est perdue dans le tonnerre et l'averse. La Mercedes était déjà en train de s'éloigner, ses feux arrière rougeoyants dans l'obscurité. Les yeux de la petite fille ont croisé les miens, et j'ai vu ses lèvres bouger, essayant de former des mots qui ne venaient pas. Elle était en état de choc, ai-je réalisé avec une horreur grandissante. Un choc sévère, et elle y était seule. Je suis retourné à l'intérieur en courant, l'eau ruisselant de mes cheveux et de mes vêtements, mes baskets glissant sur le sol. Jerry me criait quelque chose à propos de l'eau que je répandais partout, mais je l'ai ignoré. Je pris le téléphone du restaurant, la ligne fixe qui fonctionnait encore alors que le service mobile était intermittent, et mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir. Il y avait une carte de visite sur le comptoir, noire et d'aspect luxueux, avec des lettres dorées. L'homme dangereux avait dû la laisser en payant. Il n'y avait pas de nom, juste un numéro de téléphone avec un indicatif italien et un symbole, un lion avec une couronne. Je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas arrêté pour penser à ce que je faisais ou à ce que cela pouvait signifier. J'ai simplement composé le numéro avec mes doigts tremblants, écoutant la sonnerie retentir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Vous entendez? Une voix masculine, aiguë et méfiante. Il y a une petite fille, ai-je dit, la voix brisée, devant le restaurant. Votre restaurant, celui que vous venez de quitter. Elle tremble sous la pluie et elle ne peut pas parler,
Je pense qu'elle est en état de choc et je ne sais pas quoi faire. La ligne est restée silencieuse pendant 3 longs battements de cœur. Puis, ne bougez pas, ne la touchez pas. Nous revenons. L'appel s'est terminé par un clic qui a résonné comme un coup de feu dans mon oreille. J'ai laissé tomber le téléphone et j'ai couru dehors, sans me soucier de la pluie, des cris de Jerry ou de quoi que ce soit d'autre, sauf cette petite fille recroquevillée dans l'obscurité. Je me suis accroupi à côté d'elle, sans la toucher. Il avait dit « Ne la touchez pas, mais restez assez près pour la protéger du vent. » « Ça va aller, lui ai-je murmuré, même si je n'en avais aucune idée. Les secours arrivent. Tout va bien se passer. Ses yeux se sont fixés sur les miens, sombres et vides, et tellement effrayés. Et j'ai su à ce moment-là que je venais de commettre la plus grande erreur de ma vie, ou peut-être la plus grande décision. La pluie s'est intensifiée, transformant la nuit en une aquarelle de ténèbres et de néons. Et quelque part au loin, j'ai entendu le crissement des pneus sur la chaussée mouillée. De plus en plus près, de plus en plus près. La Mercedes est sortie de la pluie comme un cauchemar, ses phares transperçant l'averse avec une intensité qui m'a fait plisser les yeux. Elle n'était pas seule. 2 autres SUV noirs l'accompagnaient, se déplaçant en formation parfaite, leurs pneus projetant de l'eau alors qu'ils freinaient dans le parking. Les enseignes néons du restaurant se reflétaient sur leurs vitres sombres, les transformant en miroirs mobiles de lumière rouge et bleue. Je restais accroupi à côté de la petite fille, mon corps se courbant instinctivement autour d'elle, même si je ne la touchais pas. La pluie avait complètement trempé mon uniforme. Le tissu fin collait à ma peau et je sentais le froid s'infiltrer dans mes os. Mais l'enfant avait encore plus froid, beaucoup plus froid. Ses frissons étaient devenus plus faibles, plus sporadiques, et cela me terrifiait davantage que ses tremblements violents. Les portières des voitures s'ouvrirent avant même que les véhicules ne soient complètement à l'arrêt. L'homme dangereux sortit de la Mercedes comme une force de la nature, son manteau flottant derrière lui, et je vis sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu dans le restaurant. Une peur brute, sans filtre. Cela le transforma, le rendit plus humain et, d'une certaine manière, plus terrifiant à la fois. « Julia », le mot s'échappa de sa gorge et soudain, il se mit à courir vraiment. Ses chaussures cirées éclaboussaient les flaques d'eau tandis que ses hommes s'efforçaient de le suivre. Il tomba à genoux dans l'eau à côté de nous, sans se soucier de ses vêtements coûteux ni de ses mains. De grandes mains balafrées dont je savais instinctivement qu'elles avaient fait des choses terribles, tendues vers la petite fille avec une douceur qui me serra le cœur. « Piccola mia! Oh mon Dieu, piccola mia! » murmura-t-il en la soulevant dans ses bras. Elle émit un petit son, à peine humain, et ses petites mains s'agrippèrent à son manteau avec le peu de force qui lui restait. Depuis combien de temps était-elle là? Depuis combien de temps? Ses yeux rencontrèrent les miens, et leur intensité me fit tressaillir. De près, je pouvais voir qu'ils étaient presque noirs, avec des reflets dorés qui captaient la lumière comme des braises dans un feu mourant. Il y avait du meurtre dans ses yeux, du désespoir et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Je ne sais pas, je haletais, mes dents se mirent à claquer. Je l'ai juste vue quand tu partais. Elle était juste assise là et elle ne voulait pas parler et je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu m'as appelé. Il le dit comme s'il n'arrivait pas à y croire, même s'il était en train d'enlever son manteau pour envelopper l'enfant. Il l'enveloppait complètement et je voyais son visage disparaître dans le tissu coûteux. Vous m'avez appelé à la place de la police. Ce n'était pas une question. Mais j'ai quand même acquiescé. La carte. Vous avez laissé une carte et j'ai pensé qu'elle était peut-être à vous ou à quelqu'un que vous connaissiez. Et elle était à moi. Les mots étaient plats, définitifs et remplis d'une telle douleur que je les ai ressentis comme un coup physique. C'est ma fille. L'un de ces hommes, le plus grand, avec une cicatrice sur la joue, est apparu à ses côtés avec une couverture thermique argentée. Ils ont agi avec maladresse, l'enroulant autour du manteau, autour de la petite fille qui ne parlait toujours pas. Ses yeux étaient fermés maintenant, et cela semblait pire d'une certaine manière. À l'hôpital, l'homme dangereux a aboyé, et immédiatement ses hommes se sont mis en mouvement. L'un d'eux parlait rapidement en italien au téléphone. Je ne comprenais pas les mots, mais cela semblait urgent et autoritaire. Appelez le docteur Rousseau. Dites-lui que nous entrons par l'entrée privée. Personne ne doit la voir. Personne. Il se tenait debout, serrant sa fille contre sa poitrine, comme si elle ne pesait rien.
et ses yeux sombres se fixèrent à nouveau sur moi. Je tremblais violemment, mes lèvres étaient probablement aussi bleues que celles de sa fille, et je regardais l'eau couler de mes cheveux sur le trottoir. Vous venez avec nous, dit-il. Quoi? Non, je ne peux pas. Je dois travailler. Ce n'est pas mon service. Le ton autoritaire de sa voix indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande. L'un de ces hommes, pas celui qui avait une cicatrice, mais un autre aux yeux bleus froids, s'avançait déjà vers moi, la main tendue vers mon bras. Attendez. J'ai essayé de reculer, mais mes jambes tremblaient trop. Je ne vous connais même pas. Je ne sais pas qui vous êtes, ni Marco Salvatore. Il l'a dit comme si cela devait avoir un sens, comme si ces deux mots devaient tout expliquer. Et peut-être était-ce le cas, car j'ai vu le visage de Jerry collé à la vitre du restaurant, blanc comme un linge, la bouche ouverte. Et vous venez de sauver la vie de ma fille. Alors oui, vous venez avec nous. L'homme aux yeux bleus. Sa poigne était douce mais absolument ferme. Il m'a guidé vers l'un des SUV. J'ai regardé en arrière vers le restaurant, vers Jerry et les quelques clients qui me fixaient tous maintenant, leur visage exprimant un mélange de choc, de peur et de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Mes affaires, me suis-je entendu dire bêtement. Mon sac à main est à l'intérieur. Nous vous apporterons tout ce dont vous avez besoin. Marco Salvatore se dirigeait déjà vers la Mercedes, sa fille en sécurité dans ses bras. Fais-la monter dans la voiture, Alessandro. Assure-toi qu'elle est bien chaud. Alejandro, l'homme aux yeux bleus, acquiesça d'un signe de tête et ouvrit la portière du SUV. L'intérieur était tout en cuir noir et sentait l'eau de Cologne coûteuse et l'huile pour arme. Je pouvais voir une arme dans son étui sous sa veste alors qu'il m'aidait à monter. Et mon cerveau comprit enfin ce qui se passait. Je montais dans une voiture avec des hommes armés, des hommes qui travaillaient pour un certain Marco Salvatore. Un nom qui fit pâlir mon manager comme s'il avait vu un fantôme. Des hommes qui se déplaçaient comme des soldats, parlaient en code et faisaient probablement des choses qui me rendraient malade si j'en connaissais les détails. Mais cette petite fille, Julia, elle était si petite, si froide, et le visage de son père quand il l'avait vue. La porte se referma derrière moi, m'enfermant dans la chaleur, le cuir et le point de non-retour. Un autre homme s'est glissé sur le siège conducteur et Alejandro a pris place à côté de lui, la main posée nonchalamment près de son arme. La Mercedes quittait déjà le parking et nous avons suivi le troisième SUV qui fermait la marche. Où allons-nous? Ma voix semblait faible, étrangère. À l'hôpital privé, a répondu Alessandro sans se retourner. Son anglais était parfait, avec à peine un accent. Monsieur Salvatore a pris des dispositions. Bien sûr. Les hommes comme lui prenaient toujours des dispositions. Nous roulâmes en silence dans les rues pluvieuses, la ville défilant dans un flou de lumière et d'ombre. Je pressais mon visage contre la vitre, regardant les repères familiers devenir inconnus dans l'obscurité. Nous nous dirigions vers le nord, où les immeubles étaient plus hauts, les voitures plus chères, et où les gens comme moi n'existaient que pour servir le café et nettoyer les sols. Mon téléphone vibra dans ma poche, probablement Jerry qui me licenciait. Je ne vérifiais pas. Mes mains tremblaient encore et je ne savais pas si c'était à cause du froid, de la peur ou de l'adrénaline qui commençait à envahir mon organisme. « Vous avez bien travaillé », dit soudain Alessandro, et je sursautais. Il m'observait dans le rétroviseur, ses yeux froids, légèrement moins froids, l'appelant. Peu de gens auraient pensé à cela. Je n'ai pas réfléchi, ai-je admis. J'ai juste réagi. Parfois, c'est mieux ainsi. Il a fait une pause, puis a ajouté « Il n'oubliera pas ça. Monsieur Salvatore n'oublie pas ses dettes. Cela aurait dû me rassurer. » Mais ce n'était pas le cas. Cela ressemblait à une promesse et à une menace à la fois, impossible à séparer. L'hôpital est apparu sous la pluie comme une forteresse. Tout en verre, en acier et en caméra de sécurité qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire annuel. Mais nous ne sommes pas allés à l'entrée principale. Au lieu de cela, nous avons fait le tour jusqu'à une porte latérale où des gardes armés en costume nous ont fait signe de passer sans hésitation. Ils connaissaient cette voiture. Ils connaissaient ces hommes, c'était de la routine. Nous sommes descendus dans un parking souterrain plus propre que la plupart des maisons, nos pneus effleurant à peine le béton poli. La Mercedes était déjà garée, ses portes ouvertes, et je pouvais voir Marco Salvatore se diriger vers un ascenseur, sa fille toujours dans les bras. Un homme en blouse blanche, le Dr. Russo, je suppose,
attendait avec un brancard et une équipe d'infirmières. Alejandro m'a ouvert la porte. Allez, il voudra que vous soyez là. Pourquoi? La question m'échappa. Je ne suis personne. Je ne suis qu'une serveuse qui a passé un coup de fil. Il me regarda longuement, une expression presque compatissante traversant son visage. Vous êtes celle qui a sauvé la vie de sa fille. Cela fait de vous quelqu'un d'important. Je ne compris pas ce qu'il voulait dire avant que nous entrions. L'ascenseur s'est ouvert directement sur une suite médicale privée qui ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à un hôpital. Des murs couleur crème, des œuvres d'art coûteuses, un sol si poli que je pouvais y voir mon reflet. Une souris noyée dans un uniforme taché, complètement hors de propos. Les infirmières se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, leurs chaussures ne faisant aucun bruit, et je pouvais entendre la voix de Marco à travers une porte ouverte, parlant rapidement en italien, ce qui ressemblait à un mélange d'ordre et de prière. Alessandro m'a guidé vers une petite salle d'attente où un feu crépitait dans une véritable cheminée. Une femme est apparue presque immédiatement, plus âgée, au visage aimable, vêtue d'un tailleur de créateur, et m'a drapé une couverture autour des épaules. Vous êtes gelé, poverazza, a-t-elle dit, avec un accent épais et chaleureux. Venez, asseyez-vous près du feu. Je vais vous apporter quelque chose de chaud à boire. Je me suis assis parce que mes jambes ne me soutenaient plus. La chaleur du feu était douloureuse sur ma peau gelée, me faisant haleter. La femme revint avec du thé dans une délicate tasse en porcelaine, et j'en enveloppais mes mains, sentant la vie revenir lentement dans mes doigts. À travers la porte ouverte, je pouvais voir Marco debout à côté du brancard où ils avaient déposé Julia. Sa main était posée sur la petite main de Julia, la tête baissée, et même d'ici je pouvais voir ses épaules trembler. Le docteur Rousseau lui parlait doucement, gesticulant, lui expliquant des choses que je ne pouvais pas entendre. Les infirmières s'affairaient autour d'eux comme dans un ballet, installant des perfusions, vérifiant les signes vitaux, enveloppant la petite fille dans des couvertures chauffantes. Elle va s'en sortir, m'a dit la gentille femme, suivant mon regard. Grâce à vous, Dot Benedica, que Dieu vous bénisse. Je viens de passer un coup de fil, murmurai-je. Vous avez bien fait. Elle me tapota l'épaule. Il faut du courage ou de la folie pour faire ça. Parfois, c'est la même chose. Je ne savais pas quoi répondre, alors je me contentais de siroter mon thé, de regarder le feu et d'essayer de ne pas penser à ce dans quoi je m'étais embarqué. J'essayais de ne pas penser aux armes cachées sous les vestes, aux hôpitaux privés et à la façon dont tout le monde tournait autour de Marco Salvatore, comme s'il était à la fois un membre de la royauté et un danger. J'essayais de ne pas penser à ses yeux sombres qui avaient croisé mon regard dans un restaurant bon marché, ni à la façon dont mon nom sonnerait dans cette voix à l'accent étranger, car j'avais le sentiment que j'étais sur le point de le découvrir. La porte de la chambre de Julia se referma et Marco Salvatore apparut. Sa chemise était trempée, ses cheveux ébouriffés, et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux qui m'a coupé le souffle. Il a regardé autour de lui dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'il me trouve, puis il a traversé la pièce en 3 longues enjambées. Je me suis levé automatiquement, la couverture tombant de mes épaules, mon corps réagissant à son autorité. Même s'il n'avait pas dit un mot, il s'est arrêté à quelques centimètres de moi. Assez près pour que je puisse sentir l'odeur de la pluie qui s'accrochait encore à lui. Assez près pour voir l'éclat doré de ses yeux sombres refléter la lumière du feu. Assez près pour que je doive pencher la tête en arrière afin de croiser son regard. « Comment vous appelez-vous » Sa voix était rauque, éraillée. « Emma » ai-je soufflé. « Emma Carter ». Il l'a répété lentement, comme s'il savourait chaque syllabe. « Emma ». Puis il a levé la main. Je sursautai. Je ne pus m'en empêcher, mais il la posa simplement sur mon épaule. Son toucher était étonnamment doux pour quelqu'un d'aussi dangereux. « Ma fille est en vie grâce à vous, parce que vous l'avez vue alors que personne d'autre ne l'avait vue, parce que vous m'avez appelé au lieu d'attendre les autorités qui auraient posé des questions et perdu un temps qu'elles n'avaient pas. N'importe qui aurait... Non, le mot était catégorique, il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens auraient détourné le regard, auraient supposé qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre, auraient appelé le 911 et laissé le système s'en occuper. Vous ne l'avez pas... J'ai fait. Vous avez agi, vous l'avez sauvé. Sa main s'est déplacée de mon épaule vers mon visage, son pouce effleurant ma joue, et j'ai réalisé que je pleurais. Je ne l'avais même pas remarqué. « Je te suis redevable », dit-il doucement.
Et quelque chose dans ces mots ressemblait à un serment. Et je paie toujours mes dettes, Emma Carter. Toujours. J'aurais dû avoir peur. J'aurais dû m'éloigner de son contact, de l'intensité de son regard, de la promesse contenue dans ses mots qui semblaient accompagnés de chaînes. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était aux lèvres bleues de cette petite fille et à la façon dont cet homme dangereux s'était agenouillé sous la pluie pour sauver sa fille. Et je me suis demandé dans quel genre de prison je venais de m'engager. 3 jours. C'est le temps que j'ai passé dans le monde de Marco Salvatore avant de comprendre que partir n'était peut-être pas une option. La première nuit, ils m'ont donné une chambre dans ce que j'ai appris être le penthouse de Marco, un appartement spacieux qui occupait tout le dernier étage d'un immeuble, situé dans le quartier le plus cher de la ville. Les baies vitrées donnaient sur les toits scintillants de la ville, et les meubles coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnerais dans toute ma vie. La chambre dans laquelle il m'avait installé était plus grande que tout mon appartement, avec un lit si moelleux que je m'y enfonçais comme dans un nuage et une salle de bain avec un sol en marbre chauffé. Juste pour cette nuit, avait dit Alejandro, d'un ton qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande, jusqu'à ce que nous soyons sûrs que Julia est stable. Monsieur Salvatore veut que vous restiez près d'elle. J'aurais dû discuter, insister pour rentrer chez moi, mais j'étais épuisé, tremblant encore malgré les vêtements chauds qu'il m'avait donnés, du cachemire coûteux qui me semblait être un péché contre ma peau. Et une partie de moi voulait savoir si la petite fille allait bien. Juste une nuit, me suis-je dit. Ensuite, je reprendrai ma vie. Sauf que le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé de nouveaux vêtements posés sur la chaise à côté de mon lit. Pas n'importe quel vêtement. Des vêtements de marque que je n'avais vus que dans les magazines, parfaitement à ma taille. Une note écrite d'une écriture masculine et précise. Restez, s'il vous plaît. Ce s'il vous plaît semblait plus dangereux que n'importe quelle exigence. J'ai trouvé Julia dans une chambre reconvertie au bout du couloir qui avait été transformée en salle de réveil privée. Les appareils médicaux ronronnaient doucement, mais on avait essayé de rendre l'endroit moins clinique. Des pluches sur le rebord de la fenêtre, des couvertures rose pâle, un mobile suspendu au-dessus du lit qui projetait des ombres dansantes au plafond. Elle était réveillée. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de son père, suivaient mes mouvements lorsque je suis entré. Bonjour, ai-je dit doucement, m'approchant lentement comme si elle était un animal sauvage qui pourrait s'effrayer. Je m'appelle Emma. Tu te souviens de moi? Elle ne répondit pas, se contentant de me fixer, ses petites mains serrant un lapin en peluche usé qui semblait déplacé parmi tous ces objets coûteux. Le locuteur Rousseau apparut dans l'embrasure de la porte, son visage aimable marqué par l'inquiétude. Elle n'a pas parlé depuis que nous l'avons trouvée. Un mutisme sélectif déclenché par un traumatisme. Ce n'est pas rare dans des cas comme celui-ci. Des cas comme quoi, demandai-je, mais il se contenta de secouer la tête. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Marco m'a retrouvé une heure plus tard, debout devant la fenêtre de la chambre de Julia, pendant qu'une infirmière vérifiait ses signes vitaux. Je regardais la ville en contrebas, pensant au restaurant, à Jerry et à mon petit appartement, me demandant comment ma vie avait pu changer à ce point en l'espace d'une seule nuit. Elle t'aime bien, m'a-t-il dit doucement, et je me suis retourné pour le trouver dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air différent à la lumière du jour, toujours dangereux, toujours puissant, mais fatigué, le genre de fatigue qui s'installe dans les os et que le sommeil ne peut effacer. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées, révélant des avant-bras marqués de cicatrices et ce qui semblait être le contour d'un tatouage. Pas de veste, pas d'armure, presque humain. Elle n'a rien dit, ai-je fait remarquer. Mais elle t'observe. C'est plus qu'elle en a fait avec n'importe qui d'autre depuis. Il s'interrompit, la mâchoire crispée, depuis que sa mère l'avait emmené. Les mots restaient suspendus dans l'air comme de la fumée de fusil. Emmené, répétai-je prudemment. Il entra dans la pièce, ses pas silencieux malgré sa taille, et se tint à côté du lit de Julia. Sa main trouva la petite main de la fillette, son pouce effleurant ses jointures avec une infinie douceur. Sa mère, mon ex-femme, c'est une toxicomane. Pilule, cocaïne, tout ce qu'elle peut trouver. J'ai tout essayé. Cure de désintoxication, thérapie, menaces, pot de vin, rien ne marche. Il y a 3 mois, j'ai obtenu la garde exclusive. Il y a une semaine,
Elle s'est introduite dans la maison pendant que j'étais à une réunion et a emmené Julia. Sa voix était neutre, sans émotion, mais je pouvais entendre la rage qui bouillonnait en dessous. Je pouvais la voir dans la façon dont sa main libre se serrait dans un poing. J'ai utilisé toutes les ressources à ma disposition pour la retrouver, tous mes contacts, toutes les faveurs que l'on me devait. Et puis mon ex l'a abandonnée dans ce parking parce qu'elle préférait se droguer plutôt que de s'occuper de sa propre fille. Il m'a alors regardé et la douleur dans ses yeux m'a serré le cœur. Si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas appelé, si tu avais attendu ne serait-ce que 10 minutes de plus. Mais j'étais là, et je dis doucement, et elle va bien, elle va s'en sortir grâce à toi. Il s'est approché et j'ai senti l'odeur du café, d'une eau de Cologne coûteuse et de quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à lui. Tu l'as sauvé, Emma, et maintenant, je veux savoir comment te rembourser cette dette. Tu ne me dois rien. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Arrête de dire ça. Sa main attrapa mon menton, inclinant mon visage vers le haut pour croiser son regard. Son toucher était ferme, mais pas douloureux. Autoritaire, mais pas cruel. Arrête de minimiser ce que tu as fait. Tu as vu ma fille alors qu'elle était invisible aux yeux de tous. Tu as agi alors que d'autres auraient hésité. Tu as choisi de m'appeler au lieu d'impliquer les autorités qui auraient me posé des questions, fait perdre du temps et peut-être exposer ma fille à davantage de danger. Son pouce effleura ma mâchoire, et je sentis ce contact partout, comme de l'électricité parcourant mes veines. Tu lui as sauvé la vie, Emma Carter. Et dans mon monde, cela signifie quelque chose. Cela signifie tout. J'aurais dû prendre du recul. J'aurais dû mettre de la distance entre nous. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais rien faire d'autre que fixer ces yeux sombres qui semblaient me voir à travers moi. Je dois rentrer chez moi, murmurai-je. J'ai un travail, une vie. Le restaurant t'a licencié. Il l'a dit avec désinvolture, mais j'ai ressenti ces mots comme un coup de poing dans le ventre. Ton manager a appelé ce matin, il a dit que tu avais abandonné ton poste et qu'il ne te reprendrait pas. La pièce s'est légèrement inclinée. Ce travail, aussi terrible fut-il, me permettait de payer mon loyer et de me nourrir. Je trouverai autre chose, ai-je dit. Mais ma voix tremblait. Je trouve toujours où tu pourrais rester ici. Son autre main s'est levée, encadrant mon visage entre ses paumes. Et soudain, le monde s'est réduit à lui seul. Juste cet instant, juste la façon dont son contact faisait brûler ma peau. Reste avec Julia. Aide-la à se rétablir. Elle réagit à toi d'une manière qu'elle ne fait avec personne d'autre. Je ne suis pas qualifié. Je ne suis ni infirmier, ni thérapeute, ni quelqu'un qui se soucie d'elle. Quelqu'un qui a vu un enfant en difficulté et qui l'a aidé sans penser à ce qu'il pourrait obtenir en retour. C'est plus précieux que n'importe quelle qualification. Sa voix s'est faite plus basse et plus intime. Reste, Emma. Laisse-moi prendre soin de toi pendant que tu t'occupes d'elle. Tous mes instincts me criaient que c'était un piège. Qu'accepter signifiait m'empêtrer dans quelque chose que je ne comprenais pas. Quelque chose de dangereux et peut-être mortel. Que Marco Salvatore, citoyen Salvatore, qui qu'il soit vraiment, était entouré d'ombre et de secrets. D'une sorte de ténèbres qui m'engloutirait tout entière. Mais j'ai pensé à mon appartement vide, à mes factures en retard, et à la façon dont les yeux de Julia avaient suivi mes mouvements comme si j'étais la seule chose solide dans son monde brisé. Une semaine, me suis-je entendu dire. Je resterai une semaine, l'aider à s'adapter. Ensuite, je devrais réfléchir à ma vie. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Du triomphe, du soulagement, quelque chose de plus sombre que je ne pouvais nommer. Une semaine a-t-il accepté. Mais la façon dont il l'a dit ressemblait à un mensonge, comme s'il n'avait aucune intention de me laisser partir. Les jours se sont confondus dans un brouillard de luxe et de captivité. Parce que c'était exactement ça, ai-je lentement compris. Une prison magnifique et confortable. El Leandro et les autres gardes, j'ai appris leurs noms. Luca, Dante, Marco étaient toujours là. Pas de manière ostensible, ni menaçante, mais présents, surveillant les portes, les fenêtres, l'ascenseur. Personne ne montait sans autorisation. Personne ne partait sans permission. J'étais en sécurité, protégé, pris en charge, piégé. Je passais mes matinées avec Julia. Nous colorions ensemble. La main de la petite fille se déplaçait lentement sur le papier pendant que je parlais de tout et de rien.
Du temps, des oiseaux devant la fenêtre, d'histoires que j'inventais sur des princesses courageuses et des lapins magiques. Elle ne répondait jamais verbalement, mais parfois, ses lèvres esquissaient ce qui pouvait être un sourire. Une fois, elle a posé sa petite main sur la mienne et l'y a laissé pendant 3 longues minutes. Un progrès, a dit le docteur Rousseau. Une guérison. Marco était là tous les soirs, quels que soient les rendez-vous qu'il avait eus ou l'heure à laquelle il était rentré. Il s'asseyait sur le bord du lit de Julia et lui faisait la lecture en italien, d'une voix douce et mélodieuse. Et parfois, je me retrouvais debout dans l'embrasure de la porte à écouter, sans comprendre les mots, mais en ressentant l'amour qu'il contenait, le désespoir, l'espoir et la farouche protection. Le quatrième soir, il m'a trouvé sur le balcon à minuit. Je n'arrivais pas à dormir, trop consciente de la ville qui s'étendait dans contrebas et du fait que j'étais au 30e étage, sans autre moyen de descendre que de passer par les gardes qui répondaient à un homme que je connaissais à peine. Je n'arrive pas à dormir. Il est apparu à côté de moi comme de la fumée, 2 verres de vin à la main. Il m'en a offert un et je l'ai pris, car refuser me semblait plus dangereux qu'accepter. C'est calme, ai-je dit. Trop calme. Je suis habitué aux sirènes et aux gens qui crient et aux couples d'en haut qui se disputent à 2 heures du matin. Il a souri légèrement, s'appuyant contre la balustrade à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui se dégageait de son corps dans l'air frais de la nuit. Votre ancienne vie vous manque. Ça me manque de savoir où j'en suis. J'ai bu une gorgée de vin, cher, doux, avec un goût de cerise et quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Là-bas, je n'étais qu'une serveuse. Personne d'important, personne de dangereux ici. Je ne sais pas qui je suis. Tu es la femme qui a sauvé ma fille. Il s'est tourné vers moi et les lumières de la ville projetaient des ombres sur son visage, le faisant ressembler à un personnage sorti d'un tableau de la Renaissance. Aussi beau qu'effrayant. Tu es la femme à qui je dois tout, la femme à laquelle je pense sans cesse, la femme que je veux protéger d'un monde qui la détruirait. J'ai retenu mon souffle. Tu ne me connais même pas. J'en sais assez. Il leva la main et repoussa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Un geste si intime qu'il fit battre mon cœur à tout rompre. Je sais que vous travaillez jusqu'à l'épuisement pour gagner à peine de quoi survivre. Je sais que vous faites passer la sécurité d'un enfant avant la vôtre sans hésiter. Je sais que tu es gentille et courageuse, et tellement belle que ça fait mal de te regarder. Marco, je sais que ça te fait peur, a-t-il poursuivi, sa voix baissant jusqu'à devenir presque un murmure. Je sais ce que je suis, ce qu'est mon monde. Je sais que tu devrais t'enfuir aussi vite que possible. Mais je sais aussi que quand je te regarde, je vois quelque chose que je n'ai pas vu depuis des années. De l'espoir, de la lumière, quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Son pouce caressa ma pommette, et je sentis des larmes monter. Même si je ne savais pas pourquoi je pleurais, reste, murmura-t-il. Pas pour une semaine, reste. Laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi te montrer ce que signifie être chéri plutôt qu'invisible. Laisse-moi t'offrir une vie où tu n'auras pas à lutter, à te battre et à survivre avec des miettes. Cela ressemble à une cage, dis-je. Mais ma voix manquait de force. Ce n'est une cage que si tu veux partir. Son front toucha le mien et je pouvais sentir son souffle contre mes lèvres. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Pas vraiment. Je pense que tu es fatigué de te battre seul. Je pense que tu veux que quelqu'un te voie vraiment, comme je te vois. Il avait raison. Et cela m'a terrifié plus que toute autre chose, car une partie de moi, celle qui était si fatiguée d'être invisible, de lutter, de se demander d'où viendrait mon prochain repas, voulait exactement ce qu'il m'offrait, voulait se laisser aller au luxe et à la sécurité et laisser quelqu'un d'autre porter le poids pour une fois. Je le voulais, même si je savais que c'était dangereux. Je ne suis pas un homme bien aimant, m'a-t-il dit contre ma peau. J'ai fait des choses qui te rendraient malade. J'ai fait du mal à des gens. J'ai détruit des vies. Mais pour toi, pour ma fille, je brûlerai le monde et je resterai debout dans les cendres en souriant. Cela aurait dû m'horrifier. Au lieu de cela, cela a provoqué une sensation sombre et désespérée dans mon estomac. Un mois, ai-je murmuré. Laisse-moi rester un mois. Aide Julia à comprendre ce que c'est. Son sourire était lent, dangereux et plein de promesses. Un mois, a-t-il accepté. Puis ses lèvres ont effleuré les miennes, à peine un baiser,
plutôt une promesse. Et j'ai goûté au vin cher, au danger et à la mort de mon ancienne vie. Quand je me suis reculé, j'ai vu Julia debout dans l'embrasure de la porte, son lapin un peluche serré contre sa poitrine. Elle nous observait de ses yeux sombres et perspicaces. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, je l'ai vue sourire. Un vrai sourire, petit, timide et magnifique. Et j'ai réalisé que je venais d'accepter de rester dans une cage tapissée de soie et d'or, avec un homme dont le toucher était comme le feu. La question était de savoir si j'aurais un jour envie de partir. Le mois s'est écoulé comme un rêve, ou peut-être comme un cauchemar déguisé en fantasme. Julia a commencé à parler au cours de la troisième semaine. Pas des phrases complètes, juste des petits mots murmurés comme des prières. Emma, papa, lapin. Chacun d'entre eux était comme un miracle. Et je voyais le visage de Marco se transformer chaque fois que la voix de sa fille rompait le silence. Il la prenait dans ses bras et enfouissait son visage dans ses cheveux. Et parfois, je voyais ses épaules trembler d'une manière qui me disait qu'il pleurait, même s'il ne laissait jamais personne voir ses larmes. Je suis devenu partie intégrante de leur routine sans m'en rendre compte. Le petit déjeuner ensemble à la longue table en marbre, Julia assise entre nous avec son lapin. Les après-midi dans la salle de jeu qui semblait avoir surgi du jour au lendemain, remplie de jouets, de livres et de matériel artistique qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Le soir, Marco rentrait à la maison, parfois tôt, parfois tard, parfois avec du sang sur ses poignets, pensant que je ne le remarquais pas, et nous dînions comme une famille. Comme si c'était normal, comme si je ne vivais pas dans un penthouse avec un homme qui inspirait la peur d'un seul regard et dont les gardes portaient suffisamment d'armes pour déclencher une petite guerre. Mon ancienne vie s'est estompée comme une photo laissée trop longtemps au soleil, mon appartement. J'avais appelé mon propriétaire pour résilier le bail, et Marco avait envoyé des hommes pour emballer mes affaires. Tout ce que je possédais tenait dans 4 cartons qui se trouvaient désormais dans un placard de ma chambre. 4 cartons pour représenter 23 ans d'existence. Cela aurait dû me rendre triste, mais je me sentais surtout engourdi. Les vêtements sont apparus progressivement. Au début, je pensais qu'ils étaient temporaires, empruntés pour m'aider à passer le cap, mais les étiquettes avaient été coupées. Ils étaient parfaitement à ma taille et ils continuaient d'arriver. Des robes en soie et en cachemire, des jeans qui coûtaient probablement plus cher que mon ancien loyer mensuel, de la lingerie qui me faisait rougir rien qu'en la regardant. Quand j'ai essayé de protester, Marco s'est contenté de sourire, ce sourire dangereux, et m'a dit « Laisse-moi t'habiller avec des vêtements dignes de ta beauté. » Je me sentais comme une poupée chérie et coûteuse. Alessandro est devenu mon ombre permanente. Où que j'aille, même à la salle de sport de l'immeuble ou au jardin sur le toit, il était là, professionnel, poli, mais toujours vigilant. Une fois, j'ai essayé de quitter l'immeuble seul, juste pour aller au café que j'avais vu au coin de la rue. Il s'est matérialisé devant l'ascenseur comme de la fumée, sa main douce mais ferme sur mon bras. Pas sans escorte, mademoiselle Carter. Ce sont les ordres de monsieur Salvatore. Je ne suis pas une prisonnière, ai-je dit, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Non, Alessandro avait acquiescé silencieusement. Vous avez beaucoup plus de valeur que cela. Vous êtes protégé. Ce mot avait le goût des chaînes. Mais c'étaient les nuits qui m'emprisonnaient vraiment. Marco avait le don de me trouver lorsque le penthouse était calme. Sur le balcon, dans la bibliothèque, une fois dans la cuisine à 2 heures du matin, alors que je ne pouvais pas dormir. Il apparaissait avec du vin ou du café ou rien du tout, et nous parlions de tout et de rien. Il me parlait de son enfance en Sicile, de l'héritage de son père, du poids des responsabilités et du prix du pouvoir. Il ne disait jamais explicitement ce qu'il faisait, mais je n'étais pas stupide. Les gardes, la différence, la façon dont les gens pâlissaient lorsqu'ils entendaient son nom. Marco Salvatore était un baron du crime, un mafieux, le genre d'homme que ma mère aurait évité en changeant de trottoir. Et pourtant, quand il me regardait, je me sentais vu comme jamais auparavant. Il me touchait constamment, de petits gestes possessifs qui me marquaient comme des brûlures. Sa main sur le bas de mon dos quand nous marchions, ses doigts écartant mes cheveux de mon visage, sa paume sur ma joue quand il me disait bonne nuit. Il n'allait jamais plus loin, mais la promesse de plus flottait entre nous comme de la fumée, épaisse, suffocante et enivrante. « Je suis là pour te protéger », m'avait-il dit un soir, son pouce effleurant ma lèvre inférieure.
Je suis là pour prendre soin de toi. Je suis là pour te protéger de tout ce qui pourrait te faire du mal. Je ne suis pas à toi, avais-je murmuré, mais cela ressemblait à une question. Pas encore. Son sourire était celui d'un prédateur. Mais tu le seras. La vérité est arrivée un mardi après-midi sous la forme d'une femme blonde vêtue d'un tailleur de créateur et avec un regard meurtrier. J'étais dans la salle de jeu avec Julia et en train de construire un château avec des blocs quand j'ai entendu des cris provenant de la pièce principale. La voix d'Alejandro, aiguë et menaçante, puis le cri d'une femme, sans parole et plein de rage. Reste ici assis, ai-je dit à Julia. Mais elle m'a attrapé la main avec une force surprenante, les yeux écarquillés de peur. Je l'ai donc tiré derrière moi et je me suis dirigé vers la porte, le cœur battant à tout rompre. La femme était magnifique, comme seul l'argent et une bonne génétique peuvent le permettre. De longs cheveux blonds, un maquillage parfait, une robe qui devait coûter plusieurs milliers de dollars, mais son visage était déformé par la fureur et autre chose, le désespoir, alors qu'elle luttait contre l'emprise de Luca. Lâche-moi, c'est ma fille. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma fille. Marco se tenait au milieu de la pièce, immobile comme un pilier de glace, les mains dans les poches, le visage impassible, mais je pouvais voir la rage dans ses épaules crispées et ses yeux plissés. Vous avez perdu le droit de l'appeler votre fille lorsque vous l'avez abandonnée sous la pluie pour qu'elle meure, a-t-il dit. Sa voix était si froide qu'elle m'a coupé le souffle. Je ne l'ai pas abandonnée. Je l'ai laissée dans un endroit sûr, un endroit où on la trouverait dans un parking à minuit pendant une tempête, alors que tu étais complètement défoncé. Chaque mot était une balle. Les médecins ont trouvé de la cocaïne et de l'oxycodone dans ton organisme quand la police t'a arrêté à nouveau. Isabella, toujours à nouveau. C'était donc la mère de Julia, l'ex-femme de Marco, la femme qui avait volé sa propre fille et l'avait laissée mourir de froid. Les yeux d'Isabella nous ont trouvés, Julia et moi, dans l'embrasure de la porte, et quelque chose de laid a traversé son beau visage. Qui est cette Umpeline? Tu m'as remplacé. Tu as déjà emménagé ta wow dans notre maison avec notre fille. Ce n'était pas ta maison, a dit Marco calmement. Mais il y avait de la mort dans sa voix. Et Emma vaut 1000 fois plus que toi. Elle a sauvé la vie de Julia alors que tu essayais d'y mettre fin. Je n'ai pas essayé. La voix d'Isabella se brisa et elle se mit soudain à pleurer. Du mascara coulait sur ses joues. Je l'aime. J'aime mon bébé. J'ai juste fait une erreur. J'étais confuse et effrayée. Et tu étais défoncé. Marco s'approcha d'elle et je vis Luca se crisper, prêt à intervenir. Tu es défoncé depuis 2 ans. À chaque promesse non tenue, à chaque visite manquée, à chaque fois que tu as préféré la drogue à ta propre enfant. Et maintenant, tu t'attends à de la compassion. J'attends de voir ma fille. Isabella s'est précipitée vers nous et j'ai automatiquement tiré Julia derrière moi. La petite fille a poussé un petit cri effrayé. Le premier cri de peur que je lui ai entendu pousser, et elle a enfoui son visage dans mes jambes. L'expression de Marco s'est transformée en quelque chose de terrible. Faites-la sortir, a-t-il dit à Luca. Maintenant, et assure-toi qu'elle comprenne bien, si elle s'approche à nouveau de cet immeuble, si elle essaie de contacter Julia, si elle ose prononcer le nom de ma fille, tu feras quoi? Isabella cracha. Tu es moi. Vas-y, Marco, mets fin à mes souffrances. Au moins, je n'aurais plus à te regarder jouer à la dinette avec une traînée. La gifle vint de nulle part et je sursautai au bruit. Mais ce n'était pas Marco qui l'avait frappé. C'était Alejandro, le visage froid et professionnel. Vous ferez preuve de respect chez M. Salvatore, dit-il calmement, ou vous serez expulsé de force. Isabella rit d'un rire fragile et brisé. Du respect de la part de l'homme qui m'a tout pris, qui m'a volé ma fille et ma vie, et qui a détruit sa propre vie, l'interrompit Marco. Avec chaque pilule, chaque ligne, chaque choix que tu as fait, qui a fait passer ta dépendance avant ta famille. Ne me blâme pas pour les conséquences de tes actes. Luca la traînait déjà vers l'ascenseur, ses efforts s'affaiblissant à mesure que le cocktail de drogue qu'elle avait pris commençait à s'estomper. Au porte de l'ascenseur, elle se retourna une dernière fois. « Elle te détestera », dit Isabella, la voix chargée de larmes. « Finalement, Julia te détestera pour l'avoir éloignée de moi et de ton petit animal de compagnie. » Elle m'a fait un geste méprisant. Elle va découvrir qui tu es vraiment et s'enfuir en hurlant.
Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur son visage et le silence est tombé comme un coup de marteau. Marco est resté immobile pendant un long moment, dos à nous, les poings serrés. Je pouvais le voir trembler de rage contenue. Je pouvais pratiquement sentir la violence émaner de lui par vagues. Puis Julia s'est éloignée de moi et a couru vers son père, jetant ses petits bras autour de ses jambes. Ne la laisse pas m'emmener, murmura-t-elle. C'était le plus grand nombre de mots qu'elle ait prononcés depuis la nuit sous la pluie. S'il te plaît, papa, ne la laisse pas m'éloigner de toi et d'Emma. Marco tomba à genoux et serra sa fille dans ses bras, le visage enfoui dans ses cheveux. Jamais, dit-il d'une voix rauque. Jamais, Piccolo mia, tu es en sécurité, tu es chez toi. Personne ne t'enlèvera plus jamais à moi. Au-dessus de la tête de Julia, ses yeux rencontrèrent les miens, sombres, intenses et remplis de quelque chose qui ressemblait à un besoin, à une possession et à une sorte de faim désespérée. Merci, articula-t-il silencieusement pour l'avoir protégé. J'acquiesçais, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge, parce que je venais de réaliser quelque chose de terrifiant. Je n'avais pas protégé Julia par devoir ou par obligation. Je l'avais protégée parce qu'elle me semblait être mienne. Parce qu'en l'espace de 3 semaines, cette petite fille s'était tellement accrochée à mon cœur que l'idée que quelqu'un puisse lui faire du mal me donnait envie de commettre un acte de violence. Et Marco, il s'était accroché à quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne voulais pas nommer, car le nommer le rendrait réel. Cette nuit-là, après que Julia se soit enfin endormie, serrant son lapin et ma main, Marco m'a retrouvé sur le balcon. Il avait l'air épuisé, plus vieux d'une certaine manière, le poids de la confrontation se reflétant dans les rides autour de ses yeux. « Je suis désolé que tu aies dû voir ça », a-t-il dit doucement, en venant se placer à côté de moi près de la balustrade. « Est-elle toujours comme ça quand elle consomme ?»« Oui, c'est-à-dire tout le temps. » Il s'est frotté le visage avec lassitude. J'ai essayé de l'aider. J'ai payé les meilleurs centres de désintoxication, les meilleurs thérapeutes. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et Julia bénéficie d'une protection juridique totale contre sa mère. Isabella a été déchue de ses droits parentaux après avoir kidnappé Julia. Elle n'a pas le droit de s'approcher à moins de 150 mètres d'elle. Sa mâchoire se crispa. Même si elle se moque clairement des ordonnances du tribunal, je repensais à la peur dans les yeux de Julia, à la façon dont elle s'était accrochée à moi pour se protéger. Elle a raison d'avoir peur d'elle. Isabella n'a pas toujours été violente, mais vers la fin, il y a eu des incidents. Une gifle par-ci, une manipulation brutale par-là, des choses que je n'ai remarquées que lorsqu'il était presque trop tard. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai pas réussi à protéger ma fille de sa propre mère. Mais tu la protèges maintenant. Je me suis tourné vers lui et soudain, nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. Assez près pour que je puisse voir les reflets dorés de ses yeux capturer les lumières de la ville. Tu l'as éloigné, tu l'as mise en sécurité, c'est ce qui compte. Et toi? Sa main s'est levée pour caresser mon visage. Son toucher était douloureusement doux. Toi aussi tu la protèges. Elle se sent en sécurité avec toi. Heureuse. Elle t'appelle par ton prénom, Emma. Tu comprends ce que cela signifie? Tu es devenu indispensable à sa guérison. Marco, j'ai besoin de savoir si tu vas rester. Les mots sortirent avec urgence, presque désespérés. Pas pour un mois, pas comme un arrangement temporaire. Reste. Fais partie de nos vies. Aide-moi à l'élever. Laisse-moi. Il s'arrêta, semblant chercher ses mots. Laisse-moi te donner tout ce que tu mérites. La sécurité, le confort, un foyer, une famille. Je ne suis pas sa mère, murmurai-je. Non, tu es mieux que ça. Tu es celle qui l'a choisi, qui l'a sauvé, qui l'aime sans être liée par le sang. Son pouce essuya une larme dont je n'avais pas remarqué la présence. Et je te demande de nous choisir, de me choisir. Laisse-moi te faire mienne de toutes les manières qui comptent. Cela aurait dû être romantique. Cela aurait dû ressembler à une déclaration d'amour. Mais tout ce que j'entendais, c'était ce mot « mienne », comme si j'étais quelque chose qui devait être possédé, gardé. « Et si je dis non ?» demandai-je. « Et si je veux partir ?» Son expression ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Quelque chose de sombre, de dangereux et d'absolument intransigeant. « Alors je te laisserai partir », a-t-il dit doucement. « Mais nous savons tous les deux que tu ne le feras pas, parce que tu l'aimes aussi, elle et toi. »
Ses lèvres ont effleuré ma tempe. Tu le sens aussi, cette attraction entre nous, ce besoin. Il avait raison et je le détestais pour cela. Je détestais qu'il puisse me lire aussi clairement, qu'il puisse comprendre que j'étais déjà tombée amoureuse de sa fille et que j'étais dangereusement proche de tomber amoureuse de lui. Dis oui, murmura-t-il contre ma peau. Dis que tu resteras. Dis que tu es à moi. Et Dieu m'aide, je l'ai fait, oui. Ce mot a scellé mon destin comme un contrat signé avec du sang. 6 mois plus tard, je me tenais dans le bureau de Marco et je réalisais que j'étais devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La femme qui se reflétait dans ses baies vitrées portait une robe qui coûtait plus cher que ma vieille voiture. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, sa peau rayonnait grâce à des soins spa dont je ne me sentais plus coupable. Elle avait l'air chère, raffinée, comme si elle appartenait à ce monde de marbre, de cuir et de pouvoir discret. Elle ressemblait à la femme de Marco Salvatore, et elle était une prisonnière qui avait appris à aimer sa cage. Cela avait commencé subtilement, comme toutes les prisons. Une suggestion de ne pas aller dans certains quartiers de la ville parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Une douce insistance pour qu'Alejandro m'accompagne partout parce que Marco s'inquiétait. Un nouveau téléphone qu'il avait configuré lui-même, même si j'ai remarqué plus tard qu'il était équipé d'un logiciel de localisation que je n'avais pas installé. Pour ta protection, m'avait-il dit lorsque je l'avais confronté, pour que je sache toujours que tu es en sécurité. En sécurité. Ce mot était devenu un couteau à double tranchant. Le penthouse était devenu mon univers tout entier. Je n'avais pas vu mes anciens amis depuis des mois. Ils avaient cessé de m'appeler après que j'avais annulé nos projets trop souvent, toujours avec la même excuse. Marco avait besoin de moi. Julia avait besoin de moi. Ce n'était pas le bon moment. Mes fournitures artistiques restaient intactes dans un coin, car Marco avait engagé un tuteur professionnel pour Julia, et j'étais en quelque sorte devenu sa principale gardienne. Cela ne me dérangeait pas. J'aimais cette petite fille d'une férocité qui m'effrayait parfois. Mais j'avais cessé d'être Emma Carter, la serveuse en difficulté qui rêvait d'aller à l'école d'art. J'étais devenu Emma, la belle poupée de Marco, entretenue, habillée et contrôlée avec une telle douceur que je ne remarquais presque pas les chaînes. Presque. Le point de rupture est survenu un mercredi soir. J'avais demandé, et ce n'était pas la première fois, à suivre un cours d'art dans un centre communautaire. J'avais trouvé quelque chose qui me convenait, quelques heures par semaine pour me rappeler qui j'étais autrefois. Non. Marco n'a même pas levé les yeux des documents qu'il examinait, son stylo glissant sur le papier, avec des traits nets et décisifs. Comment ça, non? J'ai croisé les bras, sentant la colère monter en moi, une émotion que j'avais appris à réprimer en sa présence. Ce n'est qu'un cours. 3 heures le samedi matin. Alejandro peut m'accompagner si tu t'inquiètes pour ma sécurité. J'ai dit « Non, Emma ». Son ton était doux, mais absolument définitif. Ce quartier n'est pas sûr. Le bâtiment n'a pas suffisamment de sorties. Il y a trop de variables que je ne peux pas contrôler. Tu veux dire trop de variables où je ne suis pas sous ta supervision directe. Finalement, il leva les yeux et je vis quelque chose briller dans ses yeux sombres. De la surprise, peut-être, que je lui ai tenu tête. C'est pour ta protection. C'est une question de contrôle. Les mots jaillirent de ma bouche. 6 mois de frustration et d'étouffement trouvaient enfin leur voie. Tu contrôles où je vais, qui je vois, ce que je fais. Je ne peux pas quitter ce bâtiment sans escorte armée. Je ne peux pas passer un coup de fil sans me demander si tu écoutes. Je ne peux même pas suivre un cours d'art sans ta permission. Marco posa son stylo lentement, délibérément, et se leva. Il contourna le bureau avec cette grâce prédatrice qui autrefois faisait battre mon cœur de désir. Maintenant, cela me donnait juste envie de m'enfuir. Tu penses que je te contrôle? Sa voix était toujours douce, toujours gentille, et cela ne faisait qu'empirer les choses. Tout ce que je fais, c'est pour te protéger, pour te donner une vie sans lutte ni souffrance. Tu as tout ce que tu peux désirer, sauf la liberté. Je reculais alors qu'il s'approchait, les mains tremblantes, sauf le choix, sauf la possibilité d'être une personne plutôt qu'un objet. Il s'arrêta de bouger et, pendant un instant, quelque chose qui ressemblait à de la douleur traversa son visage. Tu n'es pas un objet, tu as ri amèrement. C'est ce que tu dis toujours, n'est-ce pas? Tu es à moi, Emma. À moi pour te protéger, à moi pour prendre soin de toi, à moi pour te garder.
Mais ce que tu veux vraiment dire, c'est à moi pour te contrôler, à moi pour, à moi pour te posséder. Est-ce que si terrible? Sa voix s'est abaissée jusqu'à devenir presque suppliante. Être chéri, protégé. Ne jamais avoir à se soucier de l'argent ou de la sécurité, ou oui. Le mot sortit comme un cri, et je vis Alessandro bouger dans l'embrasure de la porte, sa main se dirigeant vers son arme. J'abaissai la voix, mais l'intensité resta la même. Oui, Marco, c'est terrible parce que je ne vis pas. Je ne fais qu'exister dans une belle prison, et tu es mon geôlier qui se prend pour mon sauveur. Le silence tomba comme une bombe, et je vis les émotions se succéder sur son visage. La colère, la douleur, la confusion, et sous tout cela, cette obsession possessive qui semblait romantique il y a 6 mois et qui me semblait maintenant étouffante. Je t'aime, dit-il enfin, et ces mots auraient dû être beaux. Tout ce que je le fais parce que je t'aime. Toi et Julia, vous êtes ma famille, mon monde. Et je ferai tout ce qu'il faut pour protéger mon monde, même si cela me détruit, ai-je murmuré. Même si me protéger signifie tuer qui je suis. Tu ne comprends pas. Alors fais-moi comprendre, dis-je en me rapprochant, désespéré qu'il me voie vraiment. Fais-moi comprendre pourquoi aimer quelqu'un signifie le contrôler. Pourquoi protéger quelqu'un signifie l'emprisonner. Parce qu'à présent, tout ce que je comprends, c'est que j'ai troqué une forme de pauvreté contre une autre. Avant, j'étais pauvre en argent. Maintenant, je suis pauvre en liberté. Et je ne sais pas ce qui est le pire. Marco tendit les mains vers moi, encadrant mon visage de ce toucher douloureusement doux qui était devenu son âme. Quand j'ai retrouvé Julia cette nuit-là, quand j'ai cru l'avoir perdue pour toujours, j'ai fait un vœu. Plus jamais. Je ne manquerai plus jamais de protéger les personnes que j'aime. Je ne laisserai plus jamais rien leur arriver parce que je n'étais pas assez vigilant, pas assez prudent, pas assez maître des variables. Je ne suis pas Julia, dis-je doucement. Je ne suis pas une enfant qui a besoin d'une surveillance constante. Je suis une femme qui a besoin de respirer. Tu es la femme que j'aime. Son front toucha le mien et je pouvais le sentir trembler. La femme qui a sauvé ma fille. La femme qui a fait de ma maison un foyer. La femme que je ne peux pas perdre. Tu ne comprends pas, Emma? Je ne peux pas te perdre. L'idée que quelque chose t'arrive parce que je n'ai pas été assez prudent me détruirait. Et voilà la vérité sous tout ce contrôle et cette possession. Pas de la cruauté, mais de la peur, de la terreur, même la peur d'un homme qui avait déjà trop perdu et qui ne pourrait pas survivre à une nouvelle perte. Alors, tu vas m'enfermer à la place? Je me suis reculé pour le regarder dans les yeux. Tu vas me garder en sécurité au point de m'étouffer. Ce n'est pas de l'amour, Marco. C'est de l'obsession. Alors je suis obsédé. Il l'a dit sans honte, sans hésitation, complètement, totalement obsédé par le fait de te garder en sécurité et à mes côtés. Et je ne m'excuserai pas pour cela. Je ne peux pas vivre comme ça. Ces mots me faisaient mal, comme si j'arrachais une partie de mon âme. Je ne peux pas être cette personne, cette belle poupée que tu gardes sur une étagère. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin d'être moi-même, même si moi-même je fais des erreurs, prendre des risques, me fais blesser. Ses mains se resserrèrent sur mon visage, me fait kidnapper, me fait tuer, parce que c'est ce qui se passe dans mon monde aimant. Les gens auxquels je tiens deviennent des cibles, des armes utilisées contre moi. Et toi, mon Dieu, toi, tu serais l'arme parfaite parce que tu es la seule chose, à part Julia, qui pourrait me mettre à genoux. J'ai vu des larmes dans ses yeux et cela m'a choqué. Marco Salvatore, seigneur du crime et terreur de la ville. Pleurer parce que l'idée de me perdre avait brisé quelque chose en lui. Alors laisse-moi partir, ai-je murmuré. Si m'aimer signifie me détruire, laisse-moi partir, je ne peux pas. Ces mots étaient empreints d'angoisse. J'ai essayé. Chaque jour, je me dis que je devrais te renvoyer, te libérer, te laisser vivre la vie que tu mérites. Mais ensuite, je te vois avec Julia, où tu me souris au petit déjeuner, où je sens ton parfum dans le couloir, et je sais que je suis trop égoïste, trop brisé, trop obsédé pour te laisser partir. Nous sommes restés là, nos fronts se touchant, tous deux en larmes, tous deux pris au piège de notre propre création. Et puis j'ai entendu une petite voix provenant de la porte. Ne pars pas. Julia se tenait là, en pyjama, son lapin serré contre sa poitrine,
ses yeux sombres si semblables à ceux de son père, remplis de larmes. Ne pars pas, Emma. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Mon cœur s'est brisé. Je me suis agenouillé et elle a couru vers moi, jetant ses bras autour de mon cou avec une force désespérée. Je t'aime, murmura-t-elle dans mes cheveux. Tu es ma maman, pas la femme effrayante qui m'a fait du mal. Toi, tu es ma vraie maman. Ne pars pas, s'il te plaît. Au-dessus de sa tête, j'ai croisé le regard de Marco. Il avait l'air complètement détruit, le visage pâle, les mains crispées sur les côtés, comme s'il se retenait physiquement de nous attraper tous les deux et de ne plus jamais nous lâcher. Et j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Le choix qui mûrissait depuis 6 mois. Je pouvais partir, exiger ma liberté, m'éloigner de cette cage dorée, retrouver ma vie et mon identité. Julia serait blessée, mais elle était jeune. Elle s'en remettrait. Elle avait son père, des thérapeutes et toutes les ressources que l'argent pouvait acheter, où je pouvais rester, mais pas comme une prisonnière, pas comme un objet, mais comme une partenaire. D'accord, dis-je doucement. Je sentis Marco et Julia se crisper. D'accord, je resterai. Mais les choses changent à partir de maintenant. Je me suis levé, Julia dans les bras, et j'ai fait face à Marco avec toute la force qui me restait. Je reste. Mais je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre partenaire. Cela signifie que j'ai mon mot à dire sur ma vie. Où je vais, ce que je fais, qui je vois. Alessandro peut venir avec moi si cela vous rassure. Mais j'ai le droit de quitter cet immeuble. J'ai le droit de suivre ce cours d'art. J'ai le droit d'exister en tant que personne, pas seulement en tant que soignante de Julia dans ta belle poupée. Marco a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Tu as besoin d'une thérapie. Une vraie thérapie avec quelqu'un qui se spécialise dans les traumatismes et les problèmes de contrôle. Parce que ça, j'ai fait un geste entre nous, ce n'est pas un amour sain. C'est une obsession née de la peur et ça va nous détruire tous les deux si tu ne t'en occupes pas. Il serra les mâchoires, mais acquiesça lentement. Et Julia doit aller à l'école. Pas l'école à domicile, pas de tuteur privé, une vraie école avec d'autres enfants. Elle doit apprendre à exister dans le monde, à être forte et indépendante. Nous ne pouvons pas la protéger de tout, Marco. Nous pouvons seulement lui apprendre à se protéger elle-même. Les risques pour la sécurité, commença-t-il, peuvent être gérés. Tu es Marco. Salvatore, tu peux rendre n'importe quoi sûr si tu le veux vraiment. Je me suis approché, Julia toujours dans mes bras. Mais tu dois le vouloir. Tu dois vouloir plus pour nous que simplement survivre dans une belle cage. Il m'a regardé fixement pendant un long moment et je l'ai vu lutter contre lui-même. Le besoin de contrôler contre le besoin de me rendre heureuse. La peur de nous perdre contre la peur de nous détruire. Finalement, il bougea. 3 longues enjambées et il était là, ses bras nous entourant Julia et moi, nous serrant si fort que je pouvais à peine respirer. D'accord, murmura-t-il dans mes cheveux. D'accord, on fera comme tu veux. Thérapie, école, liberté, tout ce dont tu as besoin. Mais tu restes. Promets-moi que tu resteras. Je te le promets, dis-je en sentant ma dernière résistance s'effondrer. Je te promets que je resterai. Je t'aime. Toi, homme contrôlant, obsessionnel, impossible. Je t'aime et je resterai. Mais nous ferons cela ensemble. En tant que partenaire, en tant qu'égaux. Et en tant que famille, ajouta Julia, sa petite voix étouffée contre mon épaule. En tant que famille. Marco acquiesça et je sentis ses larmes sur mon cou. Les changements furent lents, mais ils eurent lieu. Marco commença une thérapie la semaine suivante. Des séances individuelles avec un spécialiste qui travaillait sur les traumatismes et le syndrome de stress post-traumatique. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des revers, des disputes et des nuits où son besoin de contrôle menaçait de tout submerger. Mais il a essayé. Il a essayé chaque jour. J'ai suivi des cours d'art. Alejandro m'accompagnait, se fondant dans le décor avec un professionnalisme déconcertant. Mais j'étais là, en train de créer à nouveau, me rappelant ce que c'était que d'être Emma, plutôt que simplement la femme de Marco ou la mère de substitution de Julia. Julia a commencé à fréquenter une petite école exclusive dotée de mesures de sécurité qui aurait rendu Fort Knox jaloux. Le premier jour, Marco était à peine fonctionnel tant il était inquiet, mais elle laisse rentrer à la maison toute excitée, bavardant à propos de sa nouvelle amie Sophia et du projet artistique qu'elles avaient réalisé. Et lentement, péniblement, Marco a appris à la laisser grandir.
Nous n'étions pas parfaits. Marco surveillait toujours mon téléphone. J'avais appris à l'accepter comme son compromis. J'avais toujours des gardes. Je vivais toujours dans son penthouse. J'existais toujours dans son monde d'ombre et de danger. Mais maintenant, cela ressemblait à un choix plutôt qu'à une prison. Comme si je le choisissais, que je choisissais cette vie plutôt que d'y être piégé. 6 mois après cette confrontation dans son bureau, Marco m'a demandé de l'épouser. Pas avec une demande en mariage spectaculaire ou une démonstration publique, mais tranquillement dans l'obscurité de notre chambre, la voix rauque d'émotion. Officialise notre union, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Devienne ma femme. Laisse-moi te donner mon nom et toute la protection qui va avec. Laisse-moi t'aimer ouvertement, complètement, pour le reste de nos vies. J'ai pensé à la fille que j'étais autrefois, la serveuse invisible qui n'avait rien d'autre que des rêves et des dettes. J'ai pensé à la femme que j'étais devenue, plus forte, plus confiante, apprenant à naviguer avec autant de grâce dans un monde de danger et de luxe. Et j'ai pensé à Julia, endormie au bout du couloir avec son lapin, qui m'appelait désormais maman, sans hésitation. Oui, ai-je dit, oui, je t'épouserai. Le mariage était intime en présence uniquement de la famille et des proches collaborateurs de Marco, organisé dans le penthouse avec la ville s'étendant sous nos pieds comme un tapis d'étoiles. Julia était la demoiselle d'honneur, rayonnante dans sa robe blanche. Et lorsque Marco a glissé la bague à mon doigt, un diamant si gros qu'il en était presque obscène, j'ai vu des larmes dans ses yeux. À moi, a-t-il murmuré en m'embrassant. Et pour une fois, ce mot ne me semblait pas être une cage. Il me semblait être une promesse. 2 ans plus tard, je me tenais au même endroit sur le balcon où Marco m'avait demandé pour la première fois de rester. Mais tout avait changé. J'étais enceinte. De 4 mois, cela ne se voyait presque pas. Mais selon tous ceux qui me voyaient, j'étais rayonnante. Mes œuvres étaient exposées dans une petite galerie du centre-ville, des peintures de lumière et d'ombre et de la beauté que l'on trouve dans l'obscurité. Julia s'épanouissait à l'école, heureuse et confiante, entourée d'amis dont les parents n'avaient aucune idée que son père était l'un des hommes les plus dangereux de la ville. Et Marco, il avait tenu sa promesse. Il s'inquiétait toujours, il avait encore des moments où le besoin de contrôle menaçait de le submerger. Mais il avait appris à le canaliser différemment, à protéger sans emprisonner, à aimer sans étouffer. Je sentis ses bras m'enlacer par derrière, ses mains se poser avec une infinie douceur sur mon ventre à peine arrondi. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, son accent enroulant les mots comme de la fumée. « À cette nuit-là, répondis-je. Quand je t'ai appelé à propos de Julia, quand j'ai pris la plus grande décision de ma vie, sans même le savoir, des regrets. » Je me tournai dans ses bras pour lui faire face. Cet homme magnifique, dangereux, impossible, qui m'avait volé ma liberté et m'avait donné un royaume en échange. Pas un seul, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Parce que j'avais appris que parfois, les cages ne sont pas faites de barreaux, mais d'amour, de peur et du besoin désespéré de protéger ce qui compte le plus. Et parfois, si vous êtes assez courageux pour vous battre pour ta liberté à l'intérieur, ces cages peuvent devenir des foyers. Marco m'embrassa tandis que les lumières de la ville brillaient sous nos pieds. Le rire de Julia résonnait à l'intérieur, où elle montrait à Alessandro son dernier projet scolaire. Et je pensais à la fille que j'étais autrefois. Invisible, en difficulté et seule. Elle aurait été terrifiée par cette vie. Mais la femme que j'étais devenue, l'épouse de Marco, la mère de Julia, artiste, survivante et combattante. Elle avait trouvé quelque chose de mieux que la liberté dans sa forme la plus simple. Elle avait trouvé la liberté dans l'amour, la force dans le partenariat, un foyer dans l'endroit le plus inattendu. Dans les bras d'un monstre qui avait appris à devenir un homme pour elle, pour leur fille, pour la famille qu'ils avaient construite à partir des cendres et de la pluie, et d'un simple coup de téléphone qui avait tout changé. Et tandis que la main de Marco serrait la mienne, son autre main protégeant notre enfant à naître, j'ai souri dans l'obscurité et j'ai murmuré la vérité que j'avais apprise à travers la douleur, l'amour et la transformation. Je suis exactement là où je dois être. La ville scintillait sous nos pieds comme des diamants éparpillés, pleine de possibilités, de dangers et de vie. Et pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse dans un restaurant bon marché, j'avais enfin l'impression de pouvoir respirer. Non pas parce que j'avais échappé à la cage, mais parce que j'avais appris que parfois, la cage devient un foyer lorsqu'elle est construite par les bonnes mains.
et les mains de Marco, marquées de cicatrices dangereuses et douloureusement douces, m'avaient construit un foyer dont je ne voudrais jamais me séparer.